Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir pour la restitution de notre voyage. C'est fait du 10 au 15 octobre dans le cadre de notre BTS APV. Alors nous sommes passés par La Rochelle, Angers puis Poitiers. Je vous demanderai de bien garder vos masques pendant la présentation s'il vous plaît. Voilà. Et je vais laisser mes camarades commencer la restitution. Voilà, alors je vais vous présenter La Rochelle, donc une ville visitée durant le voyage. Donc alors de La Rochelle, c'est la préfecture de la Charente-Maritime et elle se situe donc dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc elle compte environ 80 000 habitants et elle est située donc située sur la côte atlantique, à l'ouest de la France. Et donc depuis le Moyen-Âge, c'est une ville commerciale et tournée vers les activités du port. Et donc ce qui fait qu'actuellement elle contient 3 ports et c'est une ville tournée sur l'océan Atlantique. Et moi, je vais vous présenter le musée maritime de La Rochelle. Donc, il est situé dans l'ancien bassin des chalutiers du Vieux-Port. Il y a une belle collection puisqu'il comporte 8 navires, 6 sont classés monuments historiques. 3 bateaux sont visitables par le public. Le remorqueur portuaire, le Saint-Gilles, qu'on a pu visiter. Le chalutier L'Engouement et la dernière frégate météorologique nommée le France 1. Donc le France 1 a été lancé en 1958 et a assuré ses missions durant 27 années sur l'Atlantique. C'est en 1988 que la création de le musée pour valoriser un patrimoine encore mal reconnu et ainsi participer à la dynamique maritime de la ville. Donc moi je vais vous présenter l'aquarium de La Rochelle, donc situé en face du Vieux-Port. Il a ouvert ses portes en 1988 en même temps que le musée maritime. Il dispose d'une surface de 8444 m². Avec 12 000 animaux de 600 espèces différentes, placés dans 82 aquariums. Il accueille donc en tout 800 000 visiteurs par an. Grâce à cela, il a été élu en 2008 l'un des plus grands aquariums d'Europe et il est 3e plus grand aquarium de France. Donc là, je vais vous présenter le port de commerce de La Rochelle. Donc, le port de commerce de La Rochelle est situé. Donc, il se trouve à La Rochelle, au nord de La Rochelle, plutôt que le village de la Palisse. Donc, il y a de nombreuses denrées qui passent par ce port. Donc, il fait partie des meilleurs ports de France. Donc, premier port français pour tout ce qui est pâte à papier et bois. Après, il y a les céréales. Et je vais vous faire visiter le port en restant dans le Gers. Alors, là, il y a pour tout ce qui est pétrolier, des chargements de divers et pour les croisières. Ici, c'est en cours d'aménagement. Là, c'est tout ce qui est gros matériaux. Et ils y font en ce moment des morceaux d'éoliennes papaye. Ici, c'est l'un des quais à céréales. Après, là, il y a des endroits pour les sécurités. Donc, c'est toute la partie sécurité du port, avec la douane et la sécurité maritime. Ici, c'est une partie pour le gros divers aussi, avec un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale allemand. Là, ce sont les hangars à papier. Et ici, c'est un des quais où les céréales sont déchargées et surtout où le bois est stocké avec la pâte à papier. Et après, là, dans cette zone, tout ça là,
c'est la zone de réparation des navires. Donc c'est là où ils mettent les bateaux en cale sèche et qu'après ils les réparent pour les remettre à flot. Donc la maison du Marais a été inaugurée en 1988. Elle se situe dans le bourg de Coulon, dans le département de Deux-Sèvres. Le Marais, en quelques chiffres, il fait 110 000 hectares. Il y a 1,4 million de visiteurs par an. Et la maison du Marais parle essentiellement de la partie humide, donc qui fait 60 000 hectares et qui est classée en zone Natura 2000. Donc au fil du temps, le Marais a été aménagé par l'homme et par la nature. Donc on y retrouve la présence de confréries de moines au Xe siècle qui développent l'agriculture, notamment le maraîchage et l'élevage bovin et ovin, et la pêche à l'anguille. Durant notre visite au Marais Poitevin, on a vu une balade en barque sur les canaux du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin constitue un ensemble d'une grande richesse écologique à la fois par la diversité des milieux qui le composent et surtout par les spécificités de zones humides. Il constitue le parc naturel régional du Marais Poitevin, label retrouvé depuis le 9 juin 2014. 80% de la surface du Marais est agricole, à parité entre prairies et culture. Est-ce qu'il a allumé le micro? Oui. C'est bon? Et tenez-le bien droit et sous le menton à peu près. Essayez de tenir bien droit pour que ça fonctionne et plus proche du visage. L'agriculture est importante pour la culture du Marais. Elle présente également la première activité économique dans le Marais. La rentabilité et la pérennité des exploitations sont assurées par les grandes cultures dans des systèmes de politique de relevage ou des systèmes céréaliers. Le drainage est une technique multiséculaire qui permet d'évacuer l'eau des précipitations excédentaires sur les surfaces en culture et en prairie. La position géographique du Marais favorise cette biodiversité. Canaux, points d'eau, fossés, cultures, jachères, prairies, forêts, bosses en dessous sont autant d'espaces qui ont été créés et permis par le travail de l'homme. Et des espaces et habitats ont permis d'abriter des espèces, ont permis de se nourrir aussi. Et pour que cette biodiversité remarquable continue à se développer, il est impératif de conserver la variété des milieux, de continuer à les entretenir et d'éviter l'enfouissement. Voilà. C'est à moi. Merci. Donc, par le biais de notre voyage, nous avons visité un agriculteur semencier. Celui avec le fil, étale-le, celui-là, il avait le fil. Finalement, il est moins galère. Là, c'est bon. Donc, nous avons visité l'exploitation de M. Colombel, donc Fabien Colombel, qui est un agriculteur de semences potagères sous abri. Donc, M. Colombel a fait un bac scientifique suivi d'un IUT en bio pour obtenir une licence professionnelle en expérimentation végétale. Il a suivi ses études par 2 ans à Sédimenta, puis ensuite 4 ans à Finance, puis à Terrena et s'est installé en 2018. Par la suite, donc, il s'est installé en 2018 en entreprise individuelle avec 5,70 hectares et 9550 m² de serre pour faire donc des semences potagères. Il a racheté son exploitation donc, qui était déjà existante avec le foncier et la structure, mais surtout avec des contrats semenciers qui étaient déjà mis en place, ce qui lui a permis donc une certaine sécurité financière dès son installation. Le prix de rachat était de 180 000 €.
L'exploitation, donc sachant que les terres étaient environ à 3 000 € hectare, en pensant que chez nous, on est à 5 000 € de plus par hectare. Alors moi je vais parler du contexte agronomique. Alors on est sur un sol léger, podzolisé, avec une profondeur se situant entre 20 et 50 cm, avec une forte présence de sable, environ 70%, et un pH basique qui peut aller de 8,2 à 8,5 en moyenne. Alors le taux de matière organique est de 3, qui s'identifie à un taux optimal. Les rendements sont plutôt élevés, par exemple avec un maïs sec, qui peut atteindre 120 quintaux par hectare en moyenne. Ensuite, niveau main-d'œuvre, M. Colombel emploie un saisonnier pendant 8 mois durant l'année. La main-d'œuvre saisonnière représente 170 heures de travail par an et par tunnel. Au total, l'exploitation représente 2 UTH à l'année. Comme culture, il produit du chou-fleur, du chou-cabu, du brocoli, du romanesco, du poireau, de l'oignon, des épinards, de la carotte, de la laitue, de la chicorée et des haricots en plein champ. Ensuite, du coup, il travaille avec des semenciers, nombreux semenciers, comme Nuems, Semenis, Enzazaden, Technicem, Villemorin et Sakata. Et il travaille avec un relais très confidentiel, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ses semences. Donc c'est des variétés de ces semences. Donc moi je vais vous faire la présentation de la culture du chou. Donc elle est semée entre le 10 septembre et le 20 octobre en fonction des variétés. Ensuite nous sommes sur un travail du sol simplifié. Il travaille en profondeur avec 20-25 cm à peu près. Et ensuite il passe un coup de machine à déchets pour préparer la plantation. Ensuite niveau fertilisation il apporte du compost de volaille et ensuite azote et phosphore. Ensuite pour lutter contre le sclérotinia, l'agriculteur épand de la constance, c'est un produit de synthèse. Et ensuite, il est nécessaire de faire 1 ou 2 insecticides pour lutter contre le mildiou. Ensuite, au niveau de l'irrigation, elle commence fin novembre par des périodes d'1h30, soit environ 15 mm. Elle reprend à la Noël pour la pomme du chou et ensuite elle se finit à la floraison début avril. Pour ensuite les feuillages, il se fait au mois de janvier et au mois de février. Cela prend environ 1 journée par tunnel. La pollinisation se fait à la mouche, c'est-à-dire 20 litres pulpe de mouche par semaine. Et la récolte, elle se fait au mois de juillet à la main, en coupant les pieds à la cisaille, pour être ensuite étalé sur une bâche pour le séchage. Donc, M. Colombel a pour projet de développer les semences plein champ dans le futur. Et ensuite, les cultures les plus rentables sont le chou, évidemment, mais malgré que les cultures de printemps restent tout autant intéressantes. Ah, d'accord. C'est qui les bras? Donc, bonjour, moi je vais vous présenter l'INRAE. C'est une entreprise de recherche qui comporte 18 sites en France. Donc, nous avons visité le premier CRE à Angers l'après-midi du 12 octobre, où nous avons été accueillis par David Gardet, qui est un chercheur de l'INRAE. Donc, il nous a fait visiter les serres ainsi que les salles de phénotypage. On est ensuite allé visiter VG-Police Vallée, où nous avons vu différents laboratoires où sont réalisés les différents tests. Donc, l'INRAE, c'est le deuxième organisme de recherche publique en Pays de la Loire. Parmi les 18 sites existants, Angers est l'acteur historique du campus végétal. Ils ont des systèmes de formation, de recherche et d'innovation qui sont reconnus dans l'Europe et même dans le monde. Donc, elle a 5 partenaires académiques privilégiés. Donc, l'Université d'Angers, l'école d'ingénieurs Agrocampus Ouest, le GEVES, que nous aurions dû visiter mais ils étaient trop occupés, VG-Police et enfin l'IRHS, qui est une entreprise composée d'équipes de recherche abordant les thèmes de la pathologie et de la génétique ainsi que des solutions pour limiter les intrants. Le campus est composé de 13 unités de recherche en charge de 7000 m² de serre ainsi que de 70 hectares de verger.
Afin de mener des expérimentations et des observations plus précises, l'INRAE a établi un gradient de contrôle pour pouvoir étudier la plante dans différents milieux. Donc, ils peuvent jouer sur différents facteurs tels que la température, le taux d'illumination, ainsi que la couleur de la lumière qui auront différents impacts sur la plante. On trouve ces dispositifs dans les serres les plus contrôlées. Quand les résultats sont satisfaisants dans les milieux contrôlés, ils reproduisent ces expériences dans des milieux moins contrôlés et ainsi de suite jusqu'à arriver au champ. L'usage de l'intelligence artificielle est fortement présent, surtout dans le phénotypage qui correspond à un recueil donné sur l'expression du caractère d'un gène. Ce processus, fait à la main, est long et contient un certain nombre d'aléas par le biais de l'observateur. On peut dire que l'INRAE est à la pointe de la technologie pour pouvoir servir l'innovation de demain. Alors du coup, donc, effectivement, après l'INRAE, on a été visiter donc, la maison du végétal. Alors eux, ils proposent donc, des prestations dans le domaine de la recherche et du développement végétal. Et ils ont 3 domaines d'expertise, donc la création variétale, la phytoprotection et la nutrition des plantes, et la phytochimie. Donc en fait, nous, on a pu visiter les sites, les labos qui travaillent sur la création variétale et la phytoprotection. Et la phytochimie, on n'a pas pu y accéder. Et globalement, c'est un peu particulier, on n'a pas pu prendre de photos, ainsi de suite, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux finalement de confidentialité. Voilà. Alors, dans la création variétale, ils vont faire par exemple donc, de l'accompagnement à la création de nouvelles variétés, avec des applications comme de la castration, la pollinisation, le croisement d'espèces, de la caractérisation des plantes en cours de sélection, avec notamment des marquages moléculaires, des processus d'accélération de création de nouvelles variétés, parce qu'effectivement c'est très très long en fait à créer des variétés, ça se chiffre en années, et donc voilà, il y a plusieurs procédés qui permettent d'accélérer un petit peu tout ça, donc mutagénèse, doublement chromosomique. Donc vous avez conscience que c'est des termes assez techniques, mais nous justement ça nous parle parce que c'est vraiment ce qu'on voit en cours. Donc les premières années un petit peu moins, mais parce que voilà, ils n'y sont pas encore, mais voilà, donc nous, ça nous parlait vraiment là-dessus. Et ensuite voilà, de la multiplication et de l'assainissement de variétés. Pour la protection, phytoprotection et nutrition des plantes, il y a des évaluations d'efficacité de produits phytosanitaires, biostimulants, de biocontrôle, et des phytodiagnostics également d'agents pathogènes ou bénéfiques, donc comme des virus, des bactéries. Globalement, on a vu en fait pas mal de dispositifs, des cultures in vitro, de l'hydroponie, beaucoup d'outils d'imagerie, outils moléculaires, des boîtes de pétri. Alors ça c'est des photos, voilà, on n'a pas pu en prendre, mais c'est des photos qui viennent de leur site, donc voilà, ça montre un petit peu le genre de pratique qu'il peut y avoir. Donc pour donner des exemples un petit peu concrets, pour tester des produits par exemple, on applique un produit à tester sur une culture, en espace très contrôlé. On inocule, donc en fait on introduit l'agent pathogène et ensuite on évalue l'efficacité du produit. Ensuite, un exemple concret aussi que je peux citer sur les phytodiagnostics, donc ils traitent à peu près 500 échantillons par an. L'idée c'est d'observer les agents pathogènes ou bénéfiques, leur comportement et pour comprendre les mécanismes d'action, à la fois pour trouver des solutions pour lutter contre, mais aussi parfois pour s'en servir voilà, de manière bénéfique. L'observation et la compréhension des gènes de défense également, grâce à l'utilisation du test PCR qui parle à une grosse partie du monde aujourd'hui. Bon voilà, donc voilà, il y a des scanners également. Globalement, c'était vraiment intéressant un petit peu de voir tous ces dispositifs. On constate l'utilisation de technologies de pointe avec des applications assez, voilà, assez impressionnantes comme la biologie moléculaire. Ça nous fait prendre conscience des longs processus qui sont à l'œuvre dans toutes ces recherches, mais également des coûts en fait voilà, de travail. Il y a vraiment des tonnes de machines où on n'ose à peine imaginer le prix, mais en tout cas je pense que pour nous tous c'est assez intéressant de voir tout ça, de voir peut-être des espaces dans lesquels certains d'entre nous seront amenés à travailler, et voilà.
globalement. Donc voilà, moi je vais vous présenter donc la ville d'Angers qui est la deuxième étape du voyage, qui est aussi la deuxième plus grande ville du voyage visité. Donc comme on peut le voir, elle a 155 000 habitants environ, et donc c'est la plus grande ville du Maine-et-Loire, et elle est située donc dans la région des Pays de la Loire. Donc c'est une ville importante aussi par rapport à la recherche dans les semences, donc comme dit précédemment avec les instituts qu'il y a à l'INRAE et VG Police Vallée. Donc cité avant. Et voilà, donc c'est une ville aussi qui a un riche patrimoine historique avec son passé médiéval et donc aussi avec le château des Ducs d'Anjou, visité aussi pendant le voyage. Et voilà. Alors du coup, nous allons vous présenter les deux organismes semenciers que nous sommes allés visiter. La FNAMS, la Fédération nationale d'agriculteurs multiplicateurs de semences, et la BOSEM. Alors la FNAMS a été créée en 1955 avec 7 sites répartis dans toute la France, notamment dans le Gers à Condom. Ils ont comme objectif de mettre en place des essais de plantes porte-graines pour apporter des connaissances supplémentaires aux agriculteurs multiplicateurs. Ils se défendent aussi les agriculteurs au niveau national pour certaines pratiques culturelles. Donc moi je vais vous présenter la FNAMS à Bray sur l'Authium. Donc ça se situe du coup à Bray sur l'Authium. C'est une station divisée en deux parties, donc on a les bureaux et l'hangar avec tout le matériel nécessaire à créer de la semence. Donc sur le site on a 5 permanents, on a un ingénieur, 3 techniciens et un responsable phytosanitaire. Il cultive 35 hectares de terre. Voilà. La majorité est en fermage, donc elle ne leur appartient pas. Les sols sont argileux et sableux, il n'y a pas de dominance. Ils ont 12 hectares d'essais, donc sur les potagères, les céréales, les protéagineux et les semences fourragères. Ils pratiquent le labour sur les parcelles sans produits phytosanitaires, donc sur lesquels ils n'utilisent pas de produits phytosanitaires. En graines de culture, ils font de l'orge de printemps, du sarrasin et du blé tendre. En couverts végétaux, ils font de la moutarde, du sorgho, de la besse et du millet. Après la récolte, ils envoient leurs échantillons à la BOSEM pour le tri et l'analyse de la semence. Ils sont en semi-direct depuis 2014. Ils ont pu observer plusieurs avantages à cette pratique, comme l'augmentation du nombre de vers de terre dans les sols et une diminution du tassement des sols. Donc je vais vous présenter 2 essais qu'ils avaient actuellement sur le site quand on allait visiter la FNAMS. Alors ils faisaient un essai sur du trèfle tardif pour s'adapter au changement climatique. Et ils faisaient un autre essai sur des couverts végétaux, donc ils faisaient des plantes associées, donc du trèfle violet et du trèfle incarnat, pour maximiser la couverture du sol. On peut voir aussi que sur le site ils avaient un robot de près. Donc c'est un robot Farm Droid, c'est la marque Farm Droid. C'est un robot à énergie solaire. Il permet de semer et ensuite il va venir, donc il sait où il sème et il va venir désherber mécaniquement avec une bineuse les cultures. Alors moi je vais vous présenter la BOSEM appartenant à la FNAMS, située à côté du bâtiment de la FNAMS à Bray sur l'Authium. Il s'est installé en 1977, c'est le seul site de France. Il réalise chaque année 14 millions de chiffres d'affaires, 50 salariés. La BOSEM c'est un organisme qui propose des prestations de services sur des lots déjà triés, des prestations sur la recherche et le développement à destination de différents organismes.
des prestations sur le triage de l'eau de semences. Et chaque année, il travaille sur environ plus de 300 000 échantillons. Alors je vais vous présenter ce qu'on a vu à la Moselle. Alors on a vu différentes machines de micro-nettoyage, telles que la table densimétrique, le nettoyeur séparateur et le batteur. C'est ce qui est le plus fréquent dans les instituts où c'est qu'il y a du triage. Et après on a vu une partie laboratoire là où ils testent la germination pour les différentes espèces confiées par les différents organismes externes. Donc maintenant, on va vous présenter un autre organisme qu'on a visité, qui est Vilmorin-Mikado, qu'on a visité le mercredi 13. Alors, Vilmorin-Mikado en quelques mots. Donc, Vilmorin-Mikado, c'est un semencier franco-japonais, spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères. Donc on peut voir qu'elle a 2 sièges sociaux, en France et au Japon. En France dans le Maine-et-Loire et au Japon dans la région de Tokyo. Niveau chiffre d'affaires, on voit qu'il est supérieur à 217 millions d'euros, dont 15% reversés dans la recherche. Donc c'est assez considérable. Au niveau des salariés, on voit qu'il y a plus de 9000 salariés dans 15 pays, comme les USA, le Mexique, le Brésil. Et on voit au niveau des semences potagères une spécialité dans la carotte, la tomate, la laitue et le poivron. Donc l'historique de Vilmorin. Donc en 1743, il y a eu la création de Vilmorin. En 1850, il y a eu la création de Mikado au Japon. En 1975, donc Vilmorin rejoint le groupe Limagrain. Et en 2007, donc Vilmorin a racheté Mikado, et donc du coup ils ont rejoint Limagrain, et en 2016 il y a eu la création de Vilmorin Mikado. Donc Vilmorin Mikado, ils répondent à des besoins mixtes, premièrement pour les producteurs avec des recherches de rendement, d'augmenter les rendements, et des recherches d'amélioration de résistance et de tolérance des semences, notamment pour les maladies. Ensuite, il y a aussi les industriels qui sont à la recherche de meilleure conservation des produits, d'un bon calibrage et d'une belle qualité de présentation. Et ensuite, ça nous touche à nous tous les jours consommateurs, avec là aussi une recherche d'un produit qui va conserver, avec un bon calibrage et sur un bon goût. Donc ici on peut voir un schéma qui représente en gros la mise sur le marché des semences en général pour un semencier. Donc la première étape c'est la réception du lot, et dedans on y comprend le contrôle génétique, pathologique et variétal. Dans un second temps on a la préparation du lot avec le nettoyage et le calibrage, essentiel pour les semis notamment. Et ensuite on a l'amélioration qui comprend le pelliculage, la pré-germination, l'arrobage et l'échantillonnage. Ensuite le stockage c'est-à-dire la conservation du produit. Et pour terminer, le conditionnement et l'expédition, c'est-à-dire le contenant de produits servant à sa vente. Donc maintenant c'est la chaîne de mise sur le marché donc dans l'usine. Donc il y a 9 étapes clés. Donc la première étape c'est la pesée. Donc il y a 3500 tonnes par an qui arrivent. Donc quand ça arrive, il y a un test d'hygrométrie qui est effectué. Si le test est trop élevé, donc il va y avoir un séchage ou il va y avoir un pré-nettoyage parce que l'hygrométrie peut être portée par les impuretés. Ensuite, il y a l'échantillonnage. Donc il faut avoir de la rigueur. Les techniciens qui travaillent là-dedans, ils ont une formation obligatoire qui est effectuée par le CNIS ou le SOC, qui sont des organismes certificateurs. Et ensuite, il y a l'analyse d'agrégage. Donc, en premier, il y a des micro-analyses, donc pour savoir le pourcentage de déchets et pour savoir quel programme de nettoyage utiliser. Donc ça, c'est différent pour chaque lot. Ensuite, il faut avoir beaucoup de vigilance pour pas mélanger les différentes variétés.
Donc il y a un nettoyage des machines entre chaque variété et entre chaque espèce. Et ensuite, il y a des quantités estimées, consolidées avec le stock restant. Donc voilà, c'est tout. Alors pour commencer, le nettoyage de petits lots, donc c'est les produits comme la tomate et le piment avec une valeur ajoutée très, très forte. Donc on en produit en petite quantité. Et donc ces produits vont être triés par l'homme, par des petites machines comme on peut avoir au pôle végétal. Il y a plein de machines comme la table symétrique, le trieur optique, et plein de choses comme ça. Après on a le nettoyage industriel. Là c'est des plus grosses machines qui sont positionnées sur des plateformes. Donc sur la photo du milieu, on peut voir que le grain il va être positionné en haut. Par gravité, il va descendre. Il va être trié par diverses machines et il va tomber en bas dans des caisses pour être récupéré, trié. Donc on peut voir que c'est des espèces avec une valeur ajoutée plus faible, comme le pois et l'haricot, vous arrivez à trier plus de 2500 tonnes par an, ou encore le radis et les carottes avec 1500 tonnes par an. Et donc dans ce cas-là, on cherche une pureté spécifique proche de 100%, donc on néglige certaines pertes pour avoir vraiment une semence potagère impeccable. Enfin, sur la protection phytosanitaire, en gros c'est tout ce qu'on enrobe autour de la graine. Bon, ici on a marqué eau, fumogène et produits phytosanitaires, protection. Et donc ils ont de nombreux soucis à ce niveau-là parce qu'il y a de plus en plus de restrictions par rapport à ces produits, et donc ils doivent trouver des alternatives et ils ont du mal. Et les 3 dernières étapes, donc il y a le stockage. Pour le stockage, ils ont 100 tonnes par jour pour le séchage. Ils ont plus de 5000 mètres carrés de chambres froides pour le stock de ces semences et plus de 3500 espaces, comme on voit sur la photo, pour les sachets de semences. La 8e étape, c'est la partie technologique, avec en premier temps l'enrobage des semences qui permet de faciliter le semis lorsqu'elles ne sont pas sphériques. Et ensuite, il y a une partie physiologique de la graine, avec un aspect un peu technique qui s'appelle le priming, et ça a pour principe de déclencher la première germination de la graine, qui va être de suite rebloquée, et comme ça, il va y avoir une concordance de germination lorsque l'agriculteur va lui le semer. Et enfin, il va y avoir le conditionnement, avec 2 millions de conditionnements par an, qui a une importance économique forte, puisqu'il va jouer sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et il y a 12 personnes qui travaillent en 2-8, et il y a une aide robotique pour les mettre en sachet. Donc ils sont numéro 1 mondial dans la semence de potagère. C'est pour ça qu'ils ont une rigueur reconnue. Donc on peut remercier monsieur Pierre Kamal, voilà. Donc qui était le responsable de l'usine Villemorin depuis 4 mois il me semble. Et c'était un ancien élève de Beaulieu. Alors maintenant, je vais vous parler de l'agriculture, de la viticulture en Anjou. Je vais faire un petit point historique. La viticulture en Anjou a commencé à partir du 5e siècle sur les coteaux de la Loire et va grandement se développer entre le 9e et le 12e siècle grâce au monde. La présence de la Loire va permettre à partir du 14e siècle le commerce maritime. À la fin du régime monarchique, la viticulture devient le principal revenu de l'Anjou. Enfin, la viticulture prend tellement d'ampleur qu'un musée de la vigne a été créé en 1978 à Saint-Lambert de la Paix. Alors sur la carte, on peut voir que les vignobles du Val de Loire sont en couleur et les vignobles de l'Anjou sont en rose. Alors quelques chiffres. Les vignobles en Anjou s'élèvent à 20 300 hectares, donc 18 500 en AOP, appellation d'origine protégée. On y trouve 32 AOC
et appellation d'origine contrôlée sur les 62 présentes dans le Val de Loire. L'Anjou compte près de 1200 vignerons qui produisent 36% des vins de Loire. Et l'Anjou compte des grandes crues, le quart de Chaume notamment. Enfin, l'onotourisme est considéré comme le premier atout touristique. Je vais vous parler maintenant des cépages. En cépage blanc, on y trouve du chenin blanc, du sauvignon, du chardonnay. En cépage de vin rouge, on y trouve du cabernet franc, du cabernet sauvignon, ou pour le rosé, le gamay. Le blanc représente 35% de la production, le rosé 30% et le rouge 20%. Et on compte les bulles à 15%. Les bulles, tout ce qui est pétillant. Donc je vais vous présenter, on a eu la chance d'aller visiter une cave troglodyte à Saumur. Donc une cave troglodyte, elle était anciennement utilisée pour extraire la pierre de tuf, qui est une pierre typique de la Loire. Ils se sont aperçus qu'il y avait une forte humidité dans ces galeries et du coup ils s'en sont servis pour faire des caves et donc stocker le vin. Donc nous sommes allés visiter donc, la cave Dino Vallée. C'est une marque qui a été créée en 2014 et la boutique a été créée en 2015. Donc c'est un ancien chai datant du 19e siècle. Et pour la cave, donc, ils possèdent 2,9 hectares de galeries. Ils ont eu un petit problème, c'est qu'ils ont été obligés de boucher certaines parties des galeries parce qu'ils se sont aperçus, à Saumur, c'est toute la rue où il y a plusieurs caves. Et en fait, toutes les galeries de chaque cave de la rue se rejoignaient. Donc du coup, ça fait qu'ils ont été obligés de boucher. Donc, ils ont 350 000 bouteilles stockées. Et dans les caissons que vous pouvez voir juste ici, donc il y a deux types de caissons. Les plus petits contiennent 400 bouteilles et les plus grandes en contiennent 600. Et les bouteilles ne sont pas étiquetées à cause de l'humidité. Donc, ils ont 4 domaines viticoles stockés, le château des Ternes, le château de Varennes, le domaine du Bois-Mosé et le domaine des Sonnets. Et ils ont 4 appellations, donc le Saumur Rouge, Saumur Champigny et le Puy Notre-Dame. Donc en vente dans la cave, ils ont 100% de chenin qui est un cépage blanc et un cabernet qui est un cépage rouge. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter, je vais faire une petite présentation du Futuroscope. C'était notre dernier jour de ce voyage. Le Futuroscope est un parc d'attractions qui a été créé en 1987. Le parc s'étend sur 53 hectares avec une quarantaine d'attractions. Il y a environ 800 employés sur le parc et en 2019, le parc a fait tourner 1,9 million d'entrées. La journée au Futuroscope a permis de nous souder entre APV1 et APV2. Bon ben voilà pour une petite restitution, j'espère que c'était clair, dense, certainement, aussi dense aussi que ça a été pour nous, donc c'est vrai qu'on a vraiment eu l'opportunité de voir énormément de choses. On s'est, je pense, tous régalés, ça a été l'occasion de découvrir une région qui est quand même assez lointaine, donc voilà, vraiment sur tout un tas de points, c'était extrêmement intéressant. Et puis, bien sûr, en relation avec notre formation, on a fait bien sûr beaucoup de liens avec ce qu'on voit en cours et ça nous a permis de voir dans le concret un petit peu du départ, donc tout ce qui va être la partie recherche, ainsi de suite, jusqu'à la commercialisation, en passant bien sûr par la production, avec tout un tas de réalités que ça a mené, des réalités territoriales aussi, bon voilà, tout ça.
Toutes les petites excursions un peu plus plaisir, loisirs ont été également super. On fait beaucoup de bien et voilà, c'était du coup un voyage très complet et dont on gardera un bon souvenir et puis surtout voilà, très enrichissant pour nous tous. Donc évidemment on remercie toutes les personnes, toute organisation qui ont permis la réalisation de ce voyage, donc le lycée bien sûr, également le CNIS avec cette réalisation de ce projet de plantage, de mise en culture de l'ail qui permet de récolter énormément d'argent et de financer ce type de projet. Donc ça compte énormément. Et puis voilà, l'implication de chacun et évidemment surtout aussi un grand merci à nos profs, nos enseignants qui ont organisé ce marathon, mais voilà, avec brio, on s'est régalé, donc merci beaucoup pour tout ça. Bravo. Voilà. Merci.